Bonsoir à toutes et à tous. Mon nom est Marc-André Ansueto. Je suis chercheur postdoctoral à l'Université d'Ottawa. J'aimerais peut-être donner quelques mots un peu pourquoi je suis ici ce soir. D'une part, comme vous pouvez peut-être constater, je parle français, mais je suis d'origine guatémaltèque. Figurez-vous que je suis né à Rouyn-Noranda en 1981, sans savoir, je veux dire qu'à cette époque-là, il y avait un génocide qui était commis dans le pays de mes parents, et sans savoir aussi que plusieurs années plus tard, c'est cette relation entre le Canada et le Guatemala qui est fortement touchée par la question des droits humains et les intérêts commerciaux dans le secteur extractif depuis déjà les années 60, qui allait animer mes recherches à la fois à la maîtrise, au doctorat et au postdoc. Donc, c'est d'une perspective non seulement de quelqu'un qui vient du milieu académique, mais aussi quelqu'un qui fréquentait justement différents militants, que ce soit à travers le Comité des droits humains pour l'Amérique latine, le CEDAL, ou le projet Accompagnement Québec-Guatemala à Montréal. Et donc, et aussi une vision un peu plus personnelle de la conjoncture politique au Guatemala depuis les 10 dernières années. Comme Sylvie le mentionnait, en effet, le titre de la présentation fait écho à l'ancien président guatémaltèque Otto Pérez Molina, et qui a justement eu une chute provoqué notamment par un scandale de corruption et le travail d'un mécanisme international assez intéressant qui s'appelle la CICIG. Et ce mécanisme qui était sur le point de dévoiler un autre scandale qui touchait l'actuel président guatémaltèque, l'ancien comédien, ou disons un politicien pas très comique, du nom de Jimmy Morales. Donc c'est à ça que ça fait écho. Comment parler du Guatemala sans faire abstraction des catastrophes naturelles qui ont historiquement touché le pays? Tout récemment, le 3 juin, vous avez pu constater qu'il y a l'éruption du volcan de Fuego qui a fait du dommage très important, non seulement en termes de vie humaine, disparition et des blessures, mais aussi au niveau de l'environnement. La plupart des chiffres sont... à chaque jour, le chiffre augmente, donc c'est un peu imprudent de dire un chiffre exact, mais déjà, on a entendu plus tôt aujourd'hui qu'on avait déjà dépassé la centaine de morts, et sans compter les milliers de blessés, et plus de 1,7 million de personnes sur une population de 15 millions touchées d'une façon par les conséquences de cette éruption volcanique. Ce que vous avez peut-être pu voir à travers les médias sociaux, les nouvelles, quand on parle du Guatemala, c'est triste parce qu'on en parle souvent juste quand il y a des catastrophes naturelles. Et donc là, la conjoncture étant ce qu'elle est, on parle un peu du Guatemala dans Radio-Canada, dans les médias un peu plus généralistes. Mais ce qu'on remarque également, c'est cette frustration de la part des Guatémaltèques vis-à-vis le président Jimmy Morales, la façon qu'il gère cette crise liée au volcan. Ici, en espagnol, une traduction libre, c'est un peu gênant à dire, mais selon notre loi, nous n'avons pas un sou. Donc, l'État ne peut pas dépenser un sou additionnel pour gérer cette crise par rapport au volcan. Et donc, la seule façon de passer outre cela, c'est l'état d'exception. Donc, on suspend toutes les garanties au niveau des droits, des libertés, dans 3 départements du Guatemala. Et donc, un peu plus tôt, on entendait justement qu'en plus de cela, l'aide internationale, ça là-dessus encore une fois, il y a beaucoup d'informations qui circulent, mais il va sans dire que le Guatemala, et on va en reparler un peu plus tard dans cette présentation, surtout sous Jimmy Morales, a polarisé, un peu l'opinion publique internationale par rapport à des positions qui sont de plus en plus difficiles à défendre. Pensez à Israël, l'ambassade. Et donc, il y a eu justement des conséquences avec certains pays, et toujours dans une vision un peu fortement teintée sur le plan idéologique, le gouvernement guatémaltèque de Jimmy Morales n'était pas très favorable à l'aide et la coopération de certains pays,
comme des pays tels que Venezuela, la Suède, etc. Et donc, cette problématique, justement, au niveau de la gestion des fonds internationaux et de l'aide internationale est une autre preuve de cette espèce d'improvisation qu'on assiste de la part de ce gouvernement-là qui, il faut le rappeler, avant d'être élu en 2015, était surtout connu du grand public comme étant un comédien, un comique de la télé guatémaltèque. Bon. Je ne sais pas si... j'ai comme l'impression que la plupart des gens ici ont déjà été au Guatemala ou connaissent, mais juste à main levée, combien ici ont déjà été au Guatemala? Parce que... OK, quand même. Wow, c'est le fun. OK, donc dans ce cas-là, ça change la donne. Parce que quand on parle du Guatemala, c'est tellement complexe. Juste parler du conflit armé interne, 36 ans, 200 000 morts, 1,5 million de personnes déplacées. Le rapport de la Commission d'éclaircissement historique de 1999, qui était fait sous l'égide des Nations Unies, qui était mené sous l'égide des Nations Unies, a mis de l'avant en 1999 le fait qu'il y avait bel et bien eu un génocide au Guatemala. Et ça a pris quand même quelques années, voire jusqu'en 2013, en mai 2013, pour qu'on en arrive même à une accusation, une condamnation pour crime contre l'humanité et génocide dans le cas de l'affaire Rios Montt. Et donc, mais depuis les années 80, on assiste à différentes interventions de la communauté internationale durant et après le conflit armé, afin d'assurer ce qu'on pourrait appeler la paix et la justice, qui sont deux objectifs qui sont des fois un peu aux antipodes. On veut, la communauté internationale veut assurer la stabilité du Guatemala, comme sécuriser le Guatemala, mais toute la dimension de justice, droits humains, c'est comme un autre combat. Et donc, malgré le fait que ça pourrait avoir l'air de deux synonymes, souvent, aux yeux de la géopolitique, c'est deux objectifs qui entrent souvent en compétition. Et donc, on voit ici toute une série de présidents, donc depuis les années 80, depuis Cerezo, passant par un président guatémaltèque en 1992 qui a fait un autogolpe, Jorge Serrano, Ramiro Carpio, Alvaro Arzu, qui est décédé récemment, mais qui était le président à l'époque des accords de paix en 1996, et un autre président, après les accords de paix, Portillo, qui a été inculpé de plusieurs scandales de corruption qu'on va voir un peu plus tard, Oscar Berger, Alvaro Colom et le président à la main de fer qui a réussi à tomber de façon assez surprenante, justement dû au travail de cette commission que je vais tenter de résumer un peu c'est quoi cette bébite, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça peut faire et comment aussi c'est quelque chose qui inspire d'autres pays qui sont pris avec des problèmes d'impunité et de corruption, dont le Honduras, par exemple. Et bon, de plus de 30 ans de transition démocratique et de lutte contre l'impunité, vous pouvez, je pense que vous allez être d'accord, c'est comme si au Guatemala, ils sont toujours en crise, il y a quelques pas en avant, mais il y a 2 pas en arrière, et donc c'est comme une lutte incessante, mais la communauté internationale a toujours été présente dans différentes étapes, quand c'était justement au début des années 80, des années 90, tout ce qui était le processus menant à la paix, aux accords de paix, donc des opérations de maintien de la paix, quelque chose qu'ici au Canada, ça nous dit, ça l'évoque une certaine mythologie de notre propre diplomatie canadienne. C'est une invention de Lester B. Pearson. Et la première fois que le Canada est entré dans les affaires interaméricaines, c'était avec la crise en Amérique centrale, donc avec l'ONUCA, et qui, par la suite, a donné place à 2 missions, une au Salvador, qui est la ONUSAL, et celle au Guatemala, qui était la MINUGUA, qui a été présente pendant plus d'une décennie, entre 1994 et 2004. Parallèlement à ça aussi, on avait un processus de justice transitionnelle qui émergeait avec 2 commissions de vérité, l'une menée de l'avant par l'Église catholique et l'autre menée justement avec l'appui des Nations unies. Donc les 2 fameux rapports qu'on fait souvent référence lorsqu'on parle des causes et les conséquences du conflit armé guatémaltèque qui, jusqu'à tout récemment, disons, pendant longtemps, c'était le conflit armé le plus long et le plus violent en Amérique latine. Un titre qui, malheureusement, est désormais le nouveau champion, c'est la Colombie. C'est la Colombie qui, malheureusement, partage aussi certaines similitudes dans le conflit armé, la durée. Et beaucoup d'acteurs du processus de rétablissement et de consolidation de la paix au Guatemala il y a comme un jeu de chassé-croisé avec ces acteurs
leaders-là qui sont également en Colombie actuellement. Donc, on pense à Jean Arnaud, qui était à la Minugua, qui est rendu avec la mission des Nations Unies en Colombie, ou l'actuel commissaire de la CICIG, Iván Velázquez, qui est un Colombien qui lui-même avait mis de l'avant le scandale de parapolitique qui touchait l'ancien président colombien Álvaro Uribe. Donc, il y a beaucoup de liens intéressants entre le Guatemala et la Colombie. Bon, la particularité du cas guatémaltèque, et surtout des gens du SLAM qui qui militent et qui ont sensibilisé l'opinion publique québécoise par rapport à la situation du Guatemala depuis les années 80, 90 ou 2000, l'une des grandes particularités du Guatemala post-conflit, c'est cette émergence de groupes politico-criminels qui ont pris de plus en plus de place alors que l'ONU et la communauté internationale étaient présentes au Guatemala. Donc, c'est la période de la Minugua, la période après les accords de paix. Et donc, la Commission internationale contre l'impunité au Guatemala a d'abord été créée suite à cette problématique-là où on a des anciens militaires, des anciens paramilitaires, des anciens politiciens guatémaltèques qui flirtent de plus en plus avec le crime organisé. Et donc, cette culture de l'impunité qui était omniprésente dans le cadre du conflit armé interne, notamment dans les stratégies de contre-insurrection, elle était encore en vigueur, justement, par ces nouveaux acteurs qui ont entré dans la vie civile, la vie politique Guatemala, dans le Guatemala, entre guillemets, démocratique. Et donc, cette commission-là, la CICIG, qui va voir le jour à partir de 2006 et qui va entrer en fonction en 2007, a d'abord été créée pour aider le Guatemala à identifier et démanteler ce qu'à l'époque on appelait des corps illégaux et des appareils clandestins de sécurité, donc des réseaux clandestins liés au crime organisé. Vous pouvez imaginer, après la fin de la guerre, et dans les nombreux accords de paix, il y avait la réduction de la taille de l'armée guatémaltèque. Et donc, beaucoup de ces gens-là, qui travaillaient justement avec l'armée, se retrouvent sans emploi et donc ils offrent leurs services au crime organisé. Et donc, on voit justement beaucoup d'escadrons de la mort qui avaient opéré durant le conflit armé, qui sont recyclés maintenant, soit pour des firmes privées, soit pour des politiciens. Et donc, cette impunité se maintient et ça gangrène la vie politique guatémaltèque. Il y a ici quelques éléments pour rentrer dans le vif du sujet. Après les accords de paix de 1996, pour ceux et celles qui s'en rappellent, les accords de paix, il devait y avoir un référendum pour mettre en œuvre justement certains de ces accords au niveau de la Constitution guatémaltèque. Or, en 1999, à l'époque où on avait le président Portillo qui était au pouvoir avec le FRG, donc un parti d'extrême droite, là, disons-le comme ça, il y avait justement une mobilisation de certains secteurs conservateurs de la vie guatémaltèque, incluant aussi le patronat, le CACIF, ainsi que d'autres acteurs liés à l'armée qui, justement, sont mobilisés pour rejeter donc, donc l'option non au référendum, un peu comme avec la Colombie. Quand il y a eu justement les accords de paix, il y a eu un référendum, le non a passé, tout le monde était surpris. Mais au Guatemala, ce référendum-là, qui menait justement à une modification constitutionnelle au Guatemala, a été rejeté massivement, ce qui a laissé un peu le processus de consolidation de paix du Guatemala un peu dans les limbes pendant les débuts des années 2000. Et donc, qui étaient ces gens? Bon, pour ceux, je pense ceux qui connaissent minimalement le Guatemala, si je vous dis Efraín Ríos Montt, vous savez de qui on parle. Bon, c'est quelqu'un qui a été au pouvoir entre 82 et 83, disons à l'apogée du conflit armé interne, où il y a eu des massacres de villages qui ont été commis, des actes de génocide, et qui, après le conflit armé interne guatémaltèque, il tentait toujours de se réintégrer à la vie politique du Guatemala. Il a fondé son parti politique, le FRG, et en dépit du fait qu'il n'était pas président, il était le chef du parti, alors que c'était Portillo qui était le président du Guatemala. Mais comme il était au Congrès, il disposait d'une immunité qui faisait en sorte que tous les processus de la part des militants de droits humains, des organisations transnationales qui essayaient
essayait justement de mener des procès contre ces militaires guatémaltèques qui avaient commis des crimes contre l'humanité. Il y avait beaucoup d'entraves à la justice dans ces années-là, donc la fin des années 90 et le début des années 2000. De nos jours, on entend souvent parler du phénomène de la criminalisation des défenseurs de droits humains en Amérique latine, qui est la région où les militants sont les plus persécutés, justement par rapport à la question des droits humains, que ce soit opposition, résistance vis-à-vis des projets miniers ou des projets extractifs. Déjà dans les années 90, il y avait une grande persécution des défenseurs de droits humains au Guatemala, ceux et celles qui tentaient justement de mener des procès contre leurs tortionnaires, contre ces gens qui avaient commis tous ces crimes durant les années 80-90. C'est à la même époque où, par exemple, Rigoberta Menchú a été en Espagne où on a évoqué le concept de compétence universelle donc de l'Espagne pour pouvoir juger les crimes contre l'humanité au Guatemala, parce qu'elle avait épuisé tous les recours au Guatemala et que l'état de droit au Guatemala était une fiction à cette époque, beaucoup d'entraves à la justice. Et donc, dans ce climat-là, beaucoup de militants de droits humains disposant d'une certaine aura à l'international et auprès de la communauté des pays donateurs, pensez par exemple à la fondation Ellen Mack, avaient réussi à sensibiliser les pays donateurs, dont les États-Unis, le Canada, les pays scandinaves, à l'importance de créer justement une commission internationale qui viendrait démanteler tous ces corps illégaux de sécurité qui empoisonnaient la vie politique au Guatemala. Donc, c'est dans ce contexte-là que la CICIG a émergé en 2006. Et je rappelle, la Minugua elle a été présente 10 ans, donc entre 1994 et 2004. Au début, la Minugua devait s'en aller après les accords de paix, mais comme la situation ne s'améliorait pas et se détériorait, elle avait toujours son mandat était renouvelé. Et donc, c'est dans cet esprit où a émergé cette nouvelle, ce nouveau mécanisme hybride qui implique à la fois les Nations unies et le gouvernement guatémaltèque pour démanteler, lutter contre l'impunité. Donc, signé en 2006, les fonctions de la CICIG, grosso modo, on pourrait en souligner 3. D'abord, démontrer l'existence de ces corps illégaux et appareils clandestins de sécurité, ainsi que d'établir leur forme d'opération, leur source de financement, leur lien avec des fonctionnaires ou des entités politiques. Deuxièmement, ce serait de collaborer avec l'État guatémaltèque dans le démantèlement de ces corps illégaux et appareils clandestins de sécurité et promouvoir la tenue d'enquêtes, de poursuites criminelles contre les auteurs, donc quelque chose qui était complètement impensable au Guatemala. L'impunité était à un point tel qu'en 2006-2007, un haut représentant des Nations unies, Philip Alston, disait que le Guatemala était un pays où on pouvait commettre un meurtre et pratiquement être sûr de s'en tirer. Donc, c'est quand même une affirmation assez forte d'un représentant de l'ONU, mais qui démontrait à quel point cette impunité était bel et bien réelle. Enfin, faire des recommandations à l'État guatémaltèque de mesures visant à éradiquer ces corps illégaux et appareils clandestins de sécurité et prévenir leur retour et ainsi mettre de l'avant des réformes institutionnelles pour atteindre cet objectif. Bon, ici, j'ai mis quelques images qu'on ne voit pas super bien, je m'en excuse, mais qu'est-ce qu'on entend par SIAX? Un bon exemple serait l'assassinat de Monseigneur Juan Gerardi en 1998. Juan Gerardi, pour ceux qui se rappellent, était à la tête de l'ODAG et avait mené de façon parallèle et indépendante un rapport, une commission justement de vérité où, contrairement à celle de l'ONU, on nommait des gens et on identifiait des gens, des auteurs intellectuels de ces crimes. En avril 1998, je pense 2 jours après la présentation de ce rapport, Juan Gerardi est brutalement assassiné. Et bon, après, il y a des enquêtes qui sont menées et ça va lier justement des militaires guatémaltèques, dont Byron Lima, qui était reconnu comme l'auteur intellectuel de ce meurtre, et qui menait jusqu'à l'état-major présidentiel, l'espèce de garde du président de l'époque, Alvaro Arzu. Donc, c'est genre des situations de la sorte, qui y en a plusieurs et des nombreuses, mais c'est un exemple. Qu'est-ce qu'on entend par SIAX, ou ces espèces de groupes
de l'ombre, mais qui sont capables de commettre des exécutions extrajudiciaires au nom de certains politiciens ou d'intérêts privés. Donc, qu'est-ce que ça peut faire, la CICIG? Selon cet accord signé entre l'ONU et le gouvernement guatémaltèque de l'époque, la CICIG a l'autorité et les pouvoirs d'enquêter sur n'importe quel individu, politicien ou entreprise. Ça peut présenter des accusations criminelles au bureau du procureur public, au ministère public, au procureur général, et se joindre au processus d'enquête criminelle en tant que procureur privé. Peut également identifier des fonctionnaires qui commettent des délits administratifs. Peut également recommander des politiques publiques, des réformes juridiques institutionnelles pour justement renforcer l'état de droit et enlever cette corruption omniprésente. Et enfin, demander des communiqués, des documents ou toute forme de coopération de la part d'un fonctionnaire ou d'une entité gouvernementale. Bon, vous conviendrez que ça a l'air des pouvoirs assez forts, intrusifs au sein même de la souveraineté nationale d'un État, qui est probablement l'argument que la plupart des représentants guatémaltèques ont évoqué depuis la création de la CICIG. Mais il ne faut pas négliger l'agentivité de certains individus qui ont fait en sorte que la CICIG a pu mener certains cas beaucoup plus emblématiques, ou des périodes où la CICIG était un peu plus tranquille. Le premier président de la CICIG, Carlos Castresana, a quand même joué un rôle assez important pour débuter ce travail, mener des enquêtes. Il était connu notamment pour avoir participé justement à l'affaire Pinochet. Donc, lorsque Pinochet, il y avait un mandat d'arrestation contre lui en Europe, et notamment avec le Royaume-Uni, mais au début, il était en Espagne. Donc, il avait déjà une longue trajectoire de justice. Et donc, en matière de droits humains, c'était une personne avec un pedigree assez important. Il a malheureusement dû quitter ses fonctions en 2010 parce qu'il sentait que sa sécurité personnelle était de plus en plus compromise. Il avait ébranlé, disons, le mur de l'impunité au Guatemala. Il y a plusieurs affaires qu'on pourrait parler. L'affaire Rosenberg en 2009 qui est comme tout simplement abracadabrante. Ensuite, il y a eu comme une période un peu plus calme qui est celle avec un avocat du Costa Rica, Francisco Dalenese, donc en 2010 et 2013. Mais depuis 2013, on assiste à une période très, très intéressante avec le nouveau commissaire d'origine colombienne, Ivan Velázquez, qui est à la tête de la CICIG depuis 5 ans. Et il est devenu un des ennemis du président actuel du Guatemala, Jimmy Morales. Et il est également un ennemi mortel, un arch nemesis, de l'ancien président colombien Álvaro Uribe. Rapidement, la CICIG, vous avez vu, ça émerge au milieu des années 2000, entre l'accord et la mise en œuvre de cet organe, le début de leur travail, on pourrait peut-être dire c'est peut-être 2007-2008 que ça commence, mais il y a une conjoncture super intéressante que je crois qu'il faut quand même mettre un peu de lumière là-dessus pour comprendre pourquoi certaines choses ont marché, pourquoi certaines choses n'ont pas fonctionné, pourquoi il y a eu certaines avancées en matière de justice puis de droits humains, et pourquoi on est encore souvent, on a comme un sentiment de déjà-vu avec le Guatemala. Donc, entre 2009 et 2013, il ne faut pas oublier que pour la première fois depuis 1954, avant 1954, le Guatemala va voir l'arrivée d'un gouvernement, disons, de centre-gauche. On pourrait débattre si c'était un président guatémaltèque de gauche. À mon humble avis, non. Mais sur l'échiquier guatémaltèque entre extrême droite, droite, centre-droite, c'était quelque chose qui s'apparentait un peu plus à la centre-gauche. C'est le gouvernement de Álvaro Colom qui était au pouvoir entre 2008 et 2012. Durant cette période, il y aura beaucoup d'initiatives institutionnelles du gouvernement guatémaltèque pour justement vaincre l'impunité, favoriser les droits humains. Rien de super impressionnant, mais au moins on a un président qui
est favorable. Et il y a d'autres acteurs qui vont jouer un rôle très important, en particulier la procureure générale du Guatemala, Claudia Paz y Paz, qui était justement présente entre 2010 et 2014. En haut à gauche, j'ai mis Grupo de Donantes G13. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est essentiellement la communauté internationale au Guatemala, les principaux pays donateurs de l'aide envers le Guatemala, la coopération internationale. Pensez au Canada, les États-Unis, Union européenne, pays scandinaves. Donc, ce groupe a quand même une influence assez importante auprès du gouvernement guatémaltèque en matière, justement, de lutte contre l'impunité, défense des droits humains, accès à la justice, lutte contre la corruption. Et donc, cette période-là aussi, c'était la période de Obama, donc à partir de 2008 et plus. Donc, le gouvernement guatémaltèque se voit donc dans une conjoncture où les pays donateurs sont très en faveur de la CICIG, donc on met beaucoup d'argent. Le Guatemala, s'il veut recevoir de l'argent, doit montrer qu'il est sérieux dans sa démarche de lutte contre l'impunité et de respect des droits humains. Et là, on a deux personnes et plusieurs autres, et plusieurs militants, plusieurs ONG qui vont profiter de cette période-là pour mener de l'avant justement des cas qui vont aller devant les tribunaux. Donc, c'est une conjoncture où on a la CICIG qui va commencer à faire du travail, mais aussi beaucoup de militants puis d'ONG qui vont en profiter pour aller devant les tribunaux pour des cas qui ne sont pas nécessairement enquêtés par la CICIG. C'est des cas, justement, des années 80, des années 90. Mais comme vous avez pu constater avec la CICIG, beaucoup des acteurs qui sont scrutés pour leur corruption contemporaine sont des acteurs qui étaient anciennement impliqués dans les violations massives de droits humains au Guatemala. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, excusez-moi, la corruption... Pour reprendre, la corruption puis l'impunité que la CICIG tente d'enrayer puise ses racines du processus de justice transitionnelle guatémaltèque des années 90. Donc, c'est des acteurs du passé qui sont actuellement impliqués dans de nouvelles problématiques de détournement de fonds, corruption, blanchiment d'argent, etc. Donc, il y a un dire qu'on entend souvent au Québec, tout est dans tout. Mais là, ici, vraiment, en matière d'impunité, c'est assez surprenant qu'est-ce qu'on peut voir. Comme je vous mentionnais, il y a aussi des cas emblématiques par rapport à la justice transitionnelle au Guatemala qui ont eu lieu, notamment suite au travail de la CICIG, qui a pu démontrer à plusieurs militants, défenseurs de droits humains, des groupes communautaires, qu'il était possible de briser ce mur de l'impunité. Jadis, tous ceux qui étaient liés à la classe militaire ou à l'oligarchie guatémaltèque étaient considérés comme intouchables. Et là, on voit qu'avec la CICIG, bon, c'est possible. Et donc, dans cette conjoncture-là, on va voir aussi ce qu'on appelle du litige stratégique de défense des droits humains qui va être mené dans des cas emblématiques. Donc, selon, mettons, la définition mise de l'avant par une ONG qui s'appelle Avocats sans frontières Canada, le litige stratégique de cas emblématiques, ça consiste à sélectionner parmi de multiples dossiers de violation de droits humains celui qui a le plus de chances d'aboutir à une condamnation. Ce type de litige permet non seulement de créer des changements juridiques à long terme au sein du pays, mais ça représente aussi un vecteur de changement fondamental dans les perceptions politiques et sociales de la justice par les citoyens. Dans le cas du Guatemala, où il y a eu des lois d'amnistie, il y a cette impunité, il y a des gens qui sont intouchables, ça signifie beaucoup, en particulier chez les principales victimes du conflit armé interne guatémaltèque, c'est-à-dire les populations autochtones, paysannes. Et donc, on a vu plusieurs cas emblématiques entre 2009 et 2013. Pensez à la massacre de Las Dos Eres, Rio Negro, Plan de Sanchez, Rios Montt en 2013, Sipur Zarco par rapport à des violations sexuelles commises contre des femmes durant le conflit armé interne, crimes contre l'humanité, et par rapport aux disparitions forcées, le cas Molina Thiessen qui est tout récent, 2018. Donc, ce type de litige-là a pu se multiplier dans cette conjoncture
très particulière qui est liée au travail de la CICIG. Si on revient il y a quelques années, parce que c'est vrai, le titre de la présentation, c'est « De la main de fer aux comédiens ». Donc, il y a des événements quand même assez particuliers qui ont eu lieu entre avril et septembre 2015. Justement, la CICIG, en avril, met de l'avant un système de corruption quand même assez sophistiqué, le fameux scandale La Linea, que vous avez peut-être entendu parler, où, bon, il y avait une perception d'une espèce de taxe qui était menée par l'un des représentants du Parti patriote, donc le parti du président guatémaltèque de l'époque, Otto Pérez Molina, et qui touchait toute la structure de l'administration, incluant la vice-présidente Roxana Baldetti, le président lui-même, qui donnait son aval à ce système de corruption où on percevait des taxes de façon illégale sur les transactions douanières. Et donc, également, si on contrôle les douanes, le port, vous pouvez imaginer aussi qu'avec le commerce lucratif de la drogue, il y a beaucoup d'argent à faire également là-dessus. Le Guatemala s'est positionné comme une plaque tournante du trafic de stupéfiants avec le Mexique, et justement depuis les années 90. Donc, on parle beaucoup d'argent également. Ce scandale est révélé au grand jour, alors que pendant la même période, avec des arguments tout aussi bidons que celui que nous avons entendu aujourd'hui de la part de Jimmy Morales, dû au fait qu'il n'y a pas un sou de plus pour gérer cette crise provoquée par le volcan, on voyait notamment des hôpitaux sous-financés au Guatemala, et donc c'était pas, disons, le bon moment pour révéler un scandale de la sorte, alors qu'on voit les richesses. Les inégalités socio-économiques au Guatemala sont parmi les plus hautes du monde, encore aujourd'hui. Et donc, l'intégrité du président guatémaltèque est fortement heurtée. La mobilisation qui va en suivre, comme vous pouvez voir sur l'image de droite, est assez impressionnante. Et c'est une mobilisation qui n'est pas simplement des gens militants de gauche, altermondialistes, des gens de classe moyenne aussi, qui sont tout simplement choqués, scandalisés de cette corruption qui est d'une ampleur sans précédent. Et donc, on se mobilise pendant plusieurs mois et on réclame la démission, justement, du président guatémaltèque. Et ce qui est quand même assez intéressant, c'est que lors de cette élection, il y avait ce qu'on pourrait appeler un narco-candidat, qui était, parce que vous savez que bon, les narcotrafiquants sont quand même assez présents au Mexique, dans d'autres pays, la Colombie vient en tête, mais au Guatemala aussi, on n'est pas à l'abri de cela. Et à l'époque, on avait un candidat dont les sondages démontraient qu'il y avait un certain intérêt. C'était Manuel Baldisson, qui était à la tête d'un parti qui s'appelle Líder. Et donc ici, Manuel Baldisson, sachant que, sentant l'odeur de la soupe chaude qui s'approche, ici, dans une entrevue, il disait Baldisson dénonce l'ingérence de la CICIG, parce que c'est la CICIG qui a mis de l'avant ce scandale de corruption. Et donc, il est toujours intéressant de voir comment différents secteurs conservateurs et réactionnaires de la société guatémaltèque vont plaider justement cette ingérence, cette violation de la souveraineté nationale du Guatemala, que c'est des étrangers, c'est une espèce de conspiration marxiste-léniniste internationale qui vient justement déstabiliser, que ce sont des terroristes, etc. Baldisson, également, allait dans ce sens. Et la CICIG avait également démontré qu'il avait du financement illégal, mais un financement qui provenait justement du milieu du monde interlope. Et donc, dans cette conjoncture, en septembre 2015, il va y avoir justement des accusations. L'immunité du président guatémaltèque va lui être retirée par les membres du Congrès et on va justement assister à sa destitution. Et c'est dans ce contexte où un outsider de la vie politique guatémaltèque, donc qui n'est pas nécessairement lié à l'oligarchie, c'est pas un ancien qui était dans l'armée, c'est pas quelqu'un, justement, qui est membre du CACIF. On a un ancien comédien du nom de Jimmy Morales qui va mener campagne, qui était aucunement en tête de peloton avant
les mobilisations de la société guatémaltèque, et qui allait avec un slogan quand même assez écumé partout en Occident. C'est écrit « Ni corrupto, ni ladrón », donc je ne suis pas corrompu, je ne suis pas un voleur. Je pense que vous serez d'accord que c'est une espèce de slogan vide, mais qu'on entend un peu partout en Occident. Et donc, encore de l'avant-gardisme guatémaltèque, on a un candidat populiste qui, dans l'ère justement du populisme un peu partout en Occident, qui va entrer au pouvoir. Sa principale rivale était l'ancienne femme du président guatémaltèque Alvaro Colón, Sandra Torres, qui représentait justement une plateforme un peu plus centre-gauche, mais qui elle-même était également entachée par un scandale de corruption que la CICIG avait mis de l'avant. Donc, devant ces options, et bon, l'IDER qui était une option quand même assez dangereuse, c'est dans ce contexte que Jimmy Morales est arrivé au pouvoir au Guatemala en 2015. Au début, et ça c'est intéressant, c'est que dans les élections de 2015, la plupart des candidats exprimaient, disons, des vœux pieux. Oui, on va continuer à lutter contre la corruption. Nous allons renouveler le mandat de la CICIG pour d'autres années. Et bon, initialement, Jimmy Morales allait dans ce sens. Donc, on le voit ici dans des meilleurs jours avec le commissaire Iván Velázquez. Mais à partir de 2016-2017, la CICIG commence à démontrer, mener des enquêtes dont l'une touche le frère du président et son fils pour détournement de fonds. Et là, celle qui allait être mise de l'avant et qui a été mise de l'avant au cours de l'été, c'était par rapport au fonds financement illégal du parti du président guatémaltèque, Jimmy Morales, son parti qui était pratiquement une coquille vide, le FCN Nation, qui est un parti qui était à la base créé par des militaires, mais ils avaient besoin d'une face qui n'était pas liée aux militaires. Mais et je tiens à amener ici une petite précision. Le Guatemala, pour ceux et celles qui ont suivi un peu l'histoire politique, c'est pas un pays avec une tradition de parti politique. C'est souvent des partis qui vont ensuite mener des coalitions. On va rester au pouvoir et le parti va se dissoudre, ou c'est un parti qui est lié à une personne et qui va changer de nom. C'est pas comme le Parti libéral et le Parti conservateur qui sont... Et donc, il n'y a pas cette tradition de parti. Et là, ici, Jimmy Morales a juste endossé ce parti qui était à la base créé par des militaires. Et donc, ce qu'on a appris grâce au travail de la CICIG, c'est qu'ils avaient eu du financement, qu'ils avaient dépassé les règles, donc ils avaient violé justement la loi, et on allait commencer à enquêter plus. Et coup de théâtre, au cours de l'été 2017, le président Morales va prendre son téléphone cellulaire et envoyer un message à la nation indiquant qu'il déclare le commissaire Iván Velázquez persona non grata du Guatemala. Il doit quitter les lieux et qu'il va demander aux Nations unies d'annuler cet accord qui lie le Guatemala à la CICIG. Donc, on tente d'expulser Iván Velázquez après que celui-ci ait débuté une enquête sur le financement de la campagne électorale du président actuel. Et donc, pour clore, la politique, selon Jimmy Morales, comme on pourrait peut-être le voir depuis les dernières années, il y a un peu cette impression d'improvisation, un peu comme à la Trump, des fois, où on ne comprend pas vraiment, il n'y a pas un gros calcul rationnel, et des fois où c'est pour envoyer des signaux à la base électorale. Et dans le cas du Guatemala, c'est un peu la même chose. Vous voyez, par un effet un mimétisme très pathétique, le gouvernement guatémaltèque a imité justement l'administration Trump en voulant déménager l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, en dépit de ce que ça peut provoquer par rapport à la stabilité, les tensions un peu partout dans le monde. Mais pourquoi il fait ça? Il ne faut pas oublier aussi qu'au Guatemala, depuis l'époque de Rios Montt, le pourcentage au niveau de la démographie guatémaltèque de gens qui s'identifient comme protestants, évangéliques, pentecôtistes,
groupe non catholique, chrétien, évangélique, a augmenté substantiellement. Les chiffres vont autour de 50% de nos jours, alors que jadis, le pays, comme beaucoup de pays latino-américains, c'était 95% catholique et un 5% autre. Et là, ça a une incidence assez intéressante où, bon, un peu comme la droite évangélique aux États-Unis, on a une espèce de vision géopolitique très particulière par rapport à Israël. Et dans le cas du Guatemala, le président Morales suit cette ligne et ce qui donne un peu des décisions diplomatiques quand même assez surprenantes. Et c'est aussi dû au fait que le Guatemala, l'histoire veut qu'en 1948 a été l'un des derniers pays, un des premiers pays plutôt, qui a reconnu l'existence de l'État hébreu d'Israël. Et par conséquent, l'État israélien a tout le temps été un pays qui a aidé financièrement et militairement le Guatemala, même lors du conflit armé interne. Les politiques de Jimmy ne font pas l'unanimité, même au sein du CACIF, même au sein du patronat, pour qui certaines de ces décisions font fuir l'investissement étranger. Donc, ça, c'est pas très bon pour lui. Et bon, récemment, on a nommé une nouvelle fiscale, une nouvelle procureure générale, Maria Consuelo Porras, pour 2018-2022. Là, il y a plusieurs points d'interrogation. Est-ce qu'elle va être en mesure de travailler avec la CICIG et mener des enquêtes qui pourraient aller contre les intérêts du président Morales? Certains disent qu'elle est liée, elle, également aux militaires. Donc, c'est à voir. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que depuis la dernière année, la communauté internationale, ici plutôt dans le sens de la communauté diplomatique, les fameux G13, les 13 pays donateurs au Guatemala, où on peut penser au Canada, les États-Unis, la Suisse, les pays scandinaves, etc., ont démontré qu'ils voulaient que la CICIG demeure en place et ont réitéré leur appui envers le commissaire. Et donc, ces tentatives du président Morales de se débarrasser de la CICIG et du commissaire ont échoué jusqu'à présent. Et également, donc cet effort transnational, ce lien entre les pays du Nord et les pays du Sud, qui commence justement avec un travail de mobilisation et de sensibilisation de personne à personne, justement comme les gens du SLAM, comme les gens du projet accompagnement, comme plusieurs ONG. C'est à partir de ces mobilisations-là que les gouvernements, à un moment donné, prennent des positions un peu plus fortes par rapport aux droits humains. Et aussi, il faut toujours prendre en considération la conjoncture. Et ici, la conjoncture politique des dernières années a été très favorable pour une initiative de la sorte qui est liée à la CICIG. Et bon, de la main de fer aux comédiens. Malheureusement, on dit du Guatemala, comme l'historien George Lovell disait, « It's a beauty that hurts ». C'est une beauté qui fait mal. Et je pense que vous serez d'accord parce que c'est un super beau pays. L'événement qui a lieu récemment avec la tragédie avec du volcan va dans ce sens. Et c'est surtout douloureux de voir un peu cette improvisation et cette incapacité à gérer. Mais comme la plupart d'entre vous qui ont été au Guatemala, les gens au Guatemala sont fiers et ils se relèvent tout le temps. Et c'est surtout cet appui transnational d'un peu partout dans le monde qui aide et contribue justement à consolider cet esprit de solidarité internationale. Je pense que je vais cesser là-dessus. Et donc ici avec une petite caricature où on voit le président actuel qui dit « Corruption, attaque et laissez la CICIG », mais la CICIG, sous forme de chien, vient le mordre. Merci.